Alors en architecture, quand on parle de structure, on évoque évidemment ce qui fait tenir. C'est d'abord ça. Et en ce qui concerne cette chapelle de Le Corbusier, la perception qu'on en a immédiatement en regardant à la fois la partie grise et la partie blanche, donc on comprend assez vite qu'on a un béton brut de décoffrage et puis un enduit projeté au ciment sur un treillis ou sur un mur. Simplement, la structure n'est pas immédiatement compréhensible. Et ce qui surprend par rapport à un bâtiment qui est comme ça très, très massif dans son traitement par rapport à la lumière, c'est que c'est finalement une construction sur pilotis. C'est-à-dire qu'on a une coque qui est un corps creux qui repose sur deux alignements de poteaux. Hein. Bon, ces deux alignements ne sont pas identiques. Mais ces poteaux qui portent, en fait, disparaissent dans l'enveloppe, qui fait qu'on n'a pas une compréhension immédiate du comment ça tient. Voilà. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut un peu expliquer. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un bâtiment qui est immédiatement identifié comme un bâtiment béton. Et finalement, le béton n'est pas un matériau des plus présents. Il est très présent pour la coque, évidemment, mais tout le reste, tout ce qui concerne l'enveloppe, au moins sur 3 façades et même les tours, on a une construction en maçonnerie traditionnelle qui réintègre, qui réutilise la totalité des matériaux des anciennes chapelles depuis le Moyen-Âge. Et donc ce bâtiment, s'il n'était pas crépi, il serait exactement, enfin, dans la matérialité de la pyramide qui a été construite avec on va dire un reste de ces matériaux de construction. Alors dans cette fonction porteuse, enfin, la manière de porter la coque, en fait on voit très bien un poteau qui émerge sur la façade est, qui est un des premiers poteaux qui assure un alignement côté nord, et cet alignement va disparaître dans les murs. Et puis on a un autre système dans la façade sud qui prend le soleil, où ces poteaux, en fait, comme on a affaire à un corps creux, ces poteaux sont d'une nature différente. En fait, ce sont des triangles successifs qui vont servir à donner forme à la façade sud. Alors, ces murs qui ont un aspect massif dans leur caractère, en réalité ne portent pas. D'ailleurs, on distingue très bien un joint creux, enfin, un vide, un espace, entre la coque et le mur. Alors on peut s'interroger pourquoi Le Corbusier ne donne pas la fonction porteuse au mur. Bon, il y a une première réponse qui est celle qu'il nous a donnée en précisant que tous ces matériaux des anciens bâtiments n'ont plus la capacité de porter parce qu'il y a eu des incendies. Ils n'ont plus la qualité pour assurer cette fonction. Mais il y a d'autres raisons aussi. On comprend bien que cette image de dolmen là, que l'on a avec cette coque qui est portée, de l'intérieur, elle est comme soulevée. C'est-à-dire que ce qui est perçu comme très lourd de l'extérieur est perçu au contraire comme allégé, comme étant plutôt perçu comme une sorte de voile ou de bâche, quelque chose qui abrite, mais quelque chose de très fin, qui est caressé par la lumière par-dessous. Et donc dans l'expression, il y a une sorte d'inversion entre la massivité intérieure et la lumière qui soulève, qui allège le poids vu de l'intérieur. Alors quand on regarde cette coque, en fait, entre la vue basse, enfin, ou la vue du dessous par rapport à une vue où on s'élève, on est assez surpris parce qu'on se rend compte que l'épaisseur se modifie. Plus on monte, plus on se rend compte qu'elle est au fond
pas si épaisse que cela, enfin, dans sa hauteur. Ça, c'est une première constatation, c'est que le profil qu'elle a, vu de dessous, amplifie son ampleur. Alors, si on évoque évidemment la construction, on peut être impressionné par le poids. Mais il faut savoir qu'au fond, que cette coque, elle est constituée de membranes minces de béton. Hein. Comme on le sait, le béton, c'est une pâte molle qui est, on va dire, qui est moulée, qui est coulée. Et une fois qu'elle a fait sa prise, elle se transforme, c'est de la roche au fond. Donc on reconstitue de la roche. Et cette coque, elle est constituée d'un voile de béton de 6 cm d'épaisseur dans sa partie du dessous. Elle est compartimentée, parce que ce volume creux a des compartiments, donc à des refends, qui ensuite vont porter le deuxième voile, qui assurera l'étanchéité. Donc il faut penser à un corps creux, et ce corps creux étant porté par des pilotis, dans nos deux systèmes de pilotis, le système qu'on a côté nord, ces pilotis vont traverser la coque et vont pincer des membrures, ce qu'on peut voir très bien de l'intérieur. Voilà. Donc cette coque à elle seule assure l'abri à la fois extérieur, puisque on constate qu'on a un dispositif liturgique en extérieur et qu'on a on va dire une église extérieure, avec cette partie abritée, et en continuité avec l'intérieur. Alors ce qui est intéressant aussi dans sa forme, ce qui surprend, c'est cet effet de poche que l'on a de l'intérieur et qui est perçu comme une partie bombée. Et on peut penser que tout ça a pu présenter de grandes difficultés dans la constitution du coffrage, parce que tout ça est réalisé par des planches de sapin portées par tout un système d'échafaudage, enfin de support. La réalité, ce qu'on peut voir de l'intérieur, c'est que la définition de cette courbe de la voûte, en fait, est générée par une droite. Simplement, c'est une droite qui va se déplacer au fond de la chapelle sur une courbe basse, et à l'autre extrémité qui est devant nous, elle va se déplacer sur une ligne montante que l'on voit avec le mur est. Et c'est cette droite qui, dans ce déplacement en particulier, va créer cet effet de poche. Alors j'insiste sur la question de la droite parce que c'est au moins un des éléments qui permet de constituer le coffrage de façon simple. Enfin, ça reste compliqué quand même, mais pour celui qui met en place ce coffrage, il a besoin de repères pour définir les éléments qui vont porter ce plancher qui va recevoir le premier voile. Je vais te filmer un peu en train de marcher comme ça, on suit un peu le mouvement. Tu arrives à suivre ? Mais tu penses que le son fonctionne ? Donc on va accéder à la coque en prenant cet escalier extérieur qui nous conduit au 3e niveau en fait, qui donne accès à la coque par une trappe. Moi je veux bien mettre le casque, la dernière fois je me suis cogné. Oui, c'est plus sérieux quand même. Ouais. Sinon c'est pas pédagogique. Voilà, nous sommes à l'intérieur de la coque. Donc c'est la partie la plus basse, parce que dans les autres parties, on est largement debout entre les deux voiles. Donc bien sûr, nous marchons sur un voile de béton de 6 cm d'épaisseur qui, lui, a été coulé sur ce coffrage en planche qu'on peut évoquer de l'extérieur. Ensuite, on voit qu'on a coulé des poutrelles qui sont en fait des génératrices droites
qui définissent la courbure de la coque. Ces poutrelles sont des éléments raidisseurs. Ensuite, on va couler des refends, enfin ce que j'appelle des refends, mais c'est ce qui constitue des sortes de caissons, c'est des membrures, un peu à la manière d'une voilure d'une aile d'avion, donc qui vont compartimenter ce corps creux. Et on remarque que la côté nord, la rangée de pilotis côté nord, traverse totalement la coque et en réalité pince ces membrures. Il faut bien avoir en tête que la partie visible que l'on a du pilotis ici, on retrouve la même de l'autre côté et qui va pincer ce voile de béton coulé en place qui fait 16 cm d'épaisseur. Alors une fois qu'on a mis en place ces membrures, on peut disposer toute cette série de poutrelles qui sont en fait des poutrelles préfabriquées qui ne sont pas coulées ici, qui vont être mises en œuvre par ce corbeau qui lui est coulé en place pour avoir cette succession de poutrelles qui, elles, vont porter une série de fers à béton qui porteront le treillis métallique. Et sur ce treillis métallique, on va projeter ce ciment qui va devenir le coffrage perdu du deuxième voile. Donc là, il faut penser qu'on a une croûte de ciment de 2-3 cm d'épaisseur et on coule le deuxième voile de 6 cm d'épaisseur qui, lui, va être couvert par l'étanchéité. Alors on voit ici, par exemple, que l'épaisseur en fait est fermée par de la brique. On peut imaginer que ça a été exécuté à la fin pour avoir des parties ouvertes pour éliminer tous les bois de coffrage, de mise en œuvre pour vider l'intérieur de la coque et fermer ensuite. Et on a donc une succession de 8 caissons comme ça qui constituent l'ensemble du corps creux de la coque, avec par certains endroits une pente assez forte et qui nous permettent de comprendre la relation entre la forme sur laquelle on se déplace par rapport à l'espace que ça détermine. Écoute, on y va. Là, si tu peux te déplacer, on a plein de choses à montrer. Ça, on est juste au-dessus de la porte qui relie les deux chœurs. D'accord, donc là, on va arriver à l'extérieur. Là, on est dehors. Voilà. Donc, dans ce ciment projeté sur le treillis métallique pour assurer le deuxième coffrage perdu, il y a des endroits où on a des maigreurs qui nous permettent de voir comment est constituée, évidemment, cette croûte de ciment. Donc, on voit très bien les tiges, les vergettes là, qui reposent sur les poutrelles, et puis le type de treillis métallique que l'on retrouve d'ailleurs pour le mur sud, sur lequel on va projeter le ciment. Voilà. Et donc là, on a un parfait écorché, on pourrait dire, de la structure de l'enveloppe pour nous faire comprendre comment c'est fait. C'est presque pédagogique, si ce n'est pas fait exprès. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ici, nous sommes déjà à l'extérieur, donc on est en porte-à-faux par rapport à l'ensemble du bâtiment. On est au-dessus du chœur extérieur. Et puis, le dernier caisson nous permet de voir un autre traitement de forme qui est la remontée. La forme du dessous de la coque, donc que l'on voit de l'intérieur, se termine ici. Et là, on a un renversement de la forme qui se redresse, qui donne cet aspect de coque de bateau de l'extérieur. Et donc, qui a nécessité de projeter le ciment sur un coffrage extrêmement raide et relevé. Et donc là, une des difficultés d'ailleurs, je pense, pour la mise en œuvre de ce béton, où on arrive presque à la verticale. Alors ici, nous sommes au-dessus de la porte d'entrée, la porte nord, entre les deux tours de prise de lumière. Et évidemment, ces tours traversent la coque. Et là, on n'a pas éprouvé le besoin d'enduire les murs. Et on voit parfaitement les matériaux, la maçonnerie, avec la pierre de récupération des anciennes chapelles. Avec une dominante peut-être de grès.
on constate que ce sont des blocs qui sont plutôt cubiques, enfin, si on les compare à la maçonnerie traditionnelle de calcaire, donc ce qui explique par ailleurs des risques de fissures. Mais là, c'est intéressant pour nous de voir la réalité de la matérialité de ces murs. Et puis, il y a quelquefois des petits accidents de chantier, comme ça, qui révèlent encore une fois comment est constitué le deuxième voile. Hein, une pierre qui est tombée lorsqu'on était dans le chantier au-dessus, alors qu'on n'avait pas totalement terminé, qu'on n'avait pas coulé le deuxième voile, et qui a un souvenir comme ça on va dire une anecdote de chantier, voilà, pour faire simple. Non, voir le trou, l'oreille. Voilà, alors ici on a une ouverture qui est assez surprenante parce qu'elle donne dans la tour prise de lumière qui prend la lumière le matin dans ce qu'on appelle la chapelle rouge. Et donc elle nous permet de faire l'hypothèse que Le Corbusier pouvait compter sur l'espace de la coque pour des effets de résonance, d'amplification. Et effectivement, les musiciens qui interviennent à la chapelle quand même ressentent le caractère sonore de l'édifice. Hein, l'édifice comme instrument de musique, un corps sonore. Ce corps, il sonne. Il n'est pas seulement bruyant quand on marche sur le sol, mais à la voix, il a une réponse. Et je pense que cette ouverture qui met en relation le vide de la coque avec l'espace intérieur de la chapelle va jouer ce rôle. Et je suis assez convaincu que Le Corbusier pouvait faire cette hypothèse.